Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand arnaqueur, si ce n'est même le plus grand, celui qui a posé les bases. Charles Ponzi, de son vrai nom, Carlo Pietro Giovanni Telado Ponzi. Dans cette vidéo, je l'appellerai Charles Ponzi pour que ça soit plus simple. Mais il ne prendra ce nom que plus tard. En effet, Charles Ponzi changera de prénom et de nom plusieurs fois dans sa carrière. Ce nom vous dit peut-être rien, mais son arnaque est très connue. Le fameux système de Ponzi, aussi connu sous le nom de pyramide de Ponzi. Au fil de cette histoire, vous allez comprendre l'origine du système de Ponzi. Comment un homme d'une famille aisée est devenu l'escroc que l'on connaît aujourd'hui. Celui-là même qui a inspiré Bernard Madoff, qui est l'un des protagonistes de la crise de 2008. Voici l'histoire de Charles Ponzi. Né le 3 mars 1982 à Lugo, en Italie. Il vit dans une famille aisée. Nous avons très peu d'infos sur son enfance, si ce n'est qu'il a vécu son enfance à Parme, en Italie. Passons direct à sa vie d'adulte. À peine majeur, il travaille en tant que postier pour étudier dans ce qui est aujourd'hui la plus prestigieuse des universités italiennes, la Sapienza. Il aime beaucoup les jeux d'argent, les bars et les théâtres, ce qui va faire fondre toutes ses économies et l'obliger à quitter ses études au bout de 4 ans, faute d'argent pour payer les frais. D'après sa biographie, ces 4 ans d'études, il les a vus comme 4 ans de vacances, ce qui en dit long sur sa mentalité, sur sa façon de voir les choses. Il a 21 ans et il décide de partir aux États-Unis. On est le 15 novembre 1903 et Charles Ponzi monte dans le bateau AS Vancouver, direction Boston. D'après ses dires, il aurait joué toutes ses économies pendant la traversée et il ne lui restait plus que 2,50 $ arrivé à Boston. Complètement ruiné, Charles Ponzi se met à travailler. Il enchaîne beaucoup de travail, dont un qui va le lancer dans le monde du vol. Il occupe à ce moment-là le poste de garçon de restaurant à la plonge, où il se fait licencier pour vol. Pour continuer à raconter l'histoire de Charles Ponzi, il faut parler de Luigi Sarosi. Ce riche entrepreneur financier sera le pilier même qui fera de Charles Ponzi la personne que l'on connaît aujourd'hui. Luigi Sarosi tenait un magasin de cigarettes à Montréal. Rien de fascinant pour lui, il décide en parallèle de monter une institution financière, la Banca Sarosi, spécialisée dans l'épargne d'immigrés. Il souhaitait avec cette institution financière proposer des taux d'intérêt dépassant celles des banques. À cette époque-là, les taux d'intérêt étaient autour de 2%. Luigi Sarosi voulait proposer des taux d'intérêt autour de 6%, bien plus que les banques classiques. Il se spécialisa donc dans l'épargne d'immigrés. Mais évidemment, pour proposer des taux aussi gros, il fallait qu'il y ait tout un schéma derrière. Un schéma qu'on découvrira tout au long de cette histoire. Revenons à Charles Ponzi. Encore à Boston à ce moment-là, il entend parler de cette affaire dans les journaux en 1907. Évidemment, il est intéressé immédiatement. Il sent la bonne affaire. Il part donc à Montréal. D'après ses dires, il part avec 1 $ en poche. Il se fait passer à ce moment-là pour Charles Bianchi. Et c'est à ce moment-là que le prénom Charles arrive pour la première fois. Il prétend être un parent d'une famille riche italienne, une famille complètement fictive. Mais ce mensonge fonctionne. Et il se fait employer en tant que caissier. Mais ses ambitions sont bien plus grandes. Et à force de travail, il finit par assumer des postes à plus haute responsabilité. Il devient consultant pour la banque. À ce moment-là, il peut accéder au compte de l'entreprise. Et il découvrira la fraude qui lui donnera l'idée du système de Ponzi. Enfin, il copiera le système de Luigi Sarosi et le mettra en place sur une échelle bien plus grande. Il découvrira dans les comptes de l'entreprise que Luigi Sarosi ne peut offrir ce taux qu'en puisant dans l'argent des nouveaux arrivants. Si tous les déposants réclamaient leur argent à ce moment-là, la banque serait ruinée. D'ailleurs, 1 an après, les doutes commencent à s'installer dans la tête des épargnants. Sarosi sent la faillite arriver et il s'enfuit en 1908 avec la caisse, laissant sa femme et son enfant tout seuls. Après la fuite de son patron, Charles Ponzi, de son nom actuel Charles Bianchi, se retrouve sans emploi. Il vit dans la maison de la femme de son ex-patron. Voulant s'occuper de la femme de son patron et de ses enfants, il se rend chez un ancien client de Sarosi, Canadian Warehousing, prétextant un rendez-vous pour la banque. Il subtilise un chéquier. Il se fait un chèque de 423,58 $. Très rapidement, ce vol se fait remarquer et Charles Ponzi se retrouve en prison à Saint-Vincent-de-Paul.
Pour sa première peine de prison, il y reste 20 mois. Il est relâché pour bonne conduite. C'est à ce moment-là qu'il commence à entrer dans son cercle de délinquance et qu'il enchaînera des peines de prison. En 1911, à peine quelques mois après être sorti de prison, il fait entrer clandestinement des immigrés italiens. Il repart directement en prison. Après 2 ans de prison, nous sommes donc en 1913. Charles Ponzi retourne à Boston. C'est à ce moment-là qu'il prendra le nom de Charles Ponzi. Il fera la connaissance de sa future femme, Rose Gnacco, une jeune femme italienne qui a appris le passé tumultueux via une lettre de la mère de Charles Ponzi. Elle décide malgré tout de rester, pensant que son passé tumultueux était derrière lui. Pour elle, Charles Ponzi est devenu un honnête homme. Pendant quelques mois, Charles Ponzi tente de promouvoir des relations commerciales via des publicités des annonceurs. Il passe pour cela par un magazine. Un jour, il reçut une lettre venant d'un entrepreneur espagnol et il y découvre un coupon-réponse international. Charles Ponzi ne connaît absolument pas le coupon-réponse international. Il s'y renseigna et il y découvrit qu'il était possible d'échanger ces coupons-réponse contre des timbres. Chaque coupon-réponse avait la même valeur, mais pas les timbres locaux qui variaient selon la monnaie locale du pays. Une idée lui était venue. Il pouvait spéculer sur la valeur des timbres d'un pays en achetant des coupons-réponse moins chers dans un autre pays. Nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale. Les monnaies étaient encore stables, mais il devenait de plus en plus dangereux de spéculer sur la valeur des monnaies. Nous sommes en 1919 et il mit en place son marché. Il promit des taux d'intérêt de 50% annuels. Très vite, il se fait un nom à Boston et plus de 40 000 personnes et 15 millions de dollars sont investis dans son entreprise. Et ce seulement en quelques mois. Au sommet de son entreprise, il récoltait près de 250 000 dollars par jour. Tout allait pour le mieux pour lui. Les investisseurs lui faisaient confiance et il tradait les coupons réponses et il se faisait de l'argent grâce à ça. Mais la fraude commence à faire parler l'année d'après. Le 26 juillet 1920, un article met en évidence les comptes de l'entreprise. Les chiffres de sa société ne correspondent pas aux résultats. Le nombre de coupons réponses est largement inférieur par rapport au montant investi. Le doute s'installe auprès des investisseurs. Le système de Ponzi commence à faire parler. Charles Ponzi utiliserait l'argent des nouveaux arrivants pour payer les intérêts des anciens investisseurs. Charles Ponzi tente de calmer les foules qui s'entassent devant ses bureaux. Il rembourse près de 2 millions de dollars en 3 jours. Certains clients sont rassurés voyant que l'argent pouvait être remboursé et donc que l'argent existait encore, mais d'autres sont beaucoup plus sceptiques. Charles Ponzi décide donc de descendre dans la rue et d'offrir beignets et café à ceux qui se ramassaient devant son bureau. Il tentèrent avec ça de rassurer les foules. Avec sa facilité à convaincre, il continua donc à rassurer. Le 2 août 1920, soit une semaine après les premiers doutes, la monnaie entre les pays se déstabilisa et fragilisa le prix du coupon réponse. Une nouvelle loi internationale fut signée pour stabiliser le prix de celui-ci et le système de Charles Ponzi s'effondra. C'était la déstabilisation de la monnaie entre les pays qui lui faisait gagner de l'argent. Le prix du coupon réponse se stabilisa et redevient fixe. Tous les investisseurs voulurent récupérer leur argent. Seulement un tiers des 15 millions de dollars furent restitués. C'était le début des ennuis pour Charles Ponzi, qui était dénoncé par le Boston Post. Plusieurs investigations de l'État ont eu lieu le 10 août 1920. Accusé de partout, le 12 août 1920, il plaida coupable et le 1er novembre 1920, accusé de 86 fraudes, il est rapidement condamné à 5 ans de prison. Libéré au bout de 3 ans, il est de nouveau condamné par l'État du Massachusetts pour les mêmes affaires. Cette fois-ci, il est incarcéré pour 9 ans. Entre-temps, pendant tous les processus d'appel, il paya sa caution. Il se rendit en Floride où il recommença à escroquer les gens. Il prend un an supplémentaire. Le 3 juin 1926, il sort sous caution avec obligation de rester sur le territoire. Mais il tente de s'enfuir pour l'Italie en passant par le Texas. Il prend un navire marchand pour se sauver, mais il se fait rattraper et retourne en prison le 28 juin 1926 à Boston. Charles Ponzi perd tout. Après 8 ans de prison, il est libéré le 7 octobre 1934. Il est expulsé du territoire américain. Sa femme demande le divorce et Charles Ponzi retourne dans son pays d'origine en Italie. Tout ça ne l'arrête pas. On pourrait penser que le prison et le divorce l'auraient calmé, mais au contraire.
Charles Ponzi est plus déterminé que jamais. Il continue à faire ce qu'il fait le mieux, escroquer, mentir et voler. Il recommence son système à plus petite échelle en Italie. Et il réussit même à obtenir un poste au gouvernement dans la section financière. Gouvernement tenu à l'époque par Benito Mussolini. Et devant les yeux de tout le monde, il parvient à estorquer un montant exorbitant au trésor public. Encore aujourd'hui, ce montant reste secret. Le gouvernement italien ne l'a jamais dévoilé. En 1936, 2 ans après avoir rejoint son pays natal, il fuit l'Italie et part s'exiler au Brésil. Il y finira sa vie. Là-bas, il y écrit sa biographie. Il y a vécu 13 ans et il finit par se ruiner. En 1948, il est atteint de cécité et il finit par mourir dans un hôpital public de Rio de Janeiro, le 18 janvier 1949. C'était la vie de Charles Ponzi. Je trouve cette histoire fascinante. Un homme qui n'était pas destiné à être délinquant, de bonne famille, étudiant dans une bonne université, devient l'homme qui a créé le système de Ponzi. Même si, au fil de cette histoire, on a vu que ce n'est pas lui qui a créé le système de Ponzi, mais Luigi Sarkozy. Ce système sera en 2008 avec Bernard Madoff, l'un des plus grands scandales de l'histoire de la finance, avec l'escroquerie qui a engendré la plus grosse perte d'argent. Aujourd'hui encore, la pyramide de Ponzi est utilisée. C'était Adrien, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si ce nouveau format vous plaît, je vous invite à laisser un pouce bleu. Si vous souhaitez que je vous parle d'autres personnes, d'autres arnaques, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.